J'enregistre l'enregistrement. Marine, C'est bon. pour toi, super. Eh bien, bonjour à tous. C'est aujourd'hui notre dernière session d'une série de webinars Atelier du digital où on a abordé différents sujets du e-commerce à l'influence. Pour cette masterclass, donc on va pour la troisième fois nous avons fait appel à l'agence Woo. Brian, je te laisserai peut-être dire un mot sur qui vous êtes. Donc aujourd'hui, on a voulu faire une masterclass basée sur l'agilité, dédiée aux jeunes marques. L'idée de départ, en fait, que nous a proposé Woo et sur laquelle on a rebondi, c'est de se dire qu'en tant que jeune marque, vous êtes forcément plus souple et donc vous devez être beaucoup plus réactif, vous devez tester beaucoup de choses. On parle beaucoup de test and learn et je pense que plus que jamais, c'est le rôle d'une jeune marque. Donc on va un peu regarder tout ce qui peut se faire sur les différents réseaux sociaux et notamment les nouveaux qu'on ne sait pas toujours comment aborder et de manière très pratique. Voilà, Brian, je te laisse la parole. Brian et Mathieu qui vont co-présenter donc cette masterclass. Merci. Merci Mathias. Bonjour à tous. Merci d'être aussi matinaux. Donc, juste pour résumer un peu sur Woo, on est une agence d'une 50aine de personnes basée à Paris et on accompagne vraiment tout type de marques sur toutes les stratégies d'influence, de social media et de développement web. Nous, notre volonté vraiment sur cette conférence, c'est pas forcément de vendre l'influence en tant que telle, mais un peu inspirer aussi les marques. Et juste pour petit disclaimer, donc c'est vraiment pas réservé que aux marques émergentes, mais en tout cas, on s'est positionné comme tel pour un peu aller chercher des idées un peu plus créatives. Donc c'est le troisième opus. On a fait une conférence sur l'influence en général, puis sur les KPIs. Donc là, on va profiter un peu de cette fin d'année pour aller chercher des nouvelles idées, peut-être tester des nouvelles choses. Et pourquoi pas se démarquer par rapport à d'autres marques ou d'autres choses qu'on a l'habitude de voir et qui sont peut-être très classiques, trop classiques même pour 2021, parce qu'on a des consommateurs qui deviennent de plus en plus exigeants et qui en demandent toujours plus en termes de créativité, d'inspiration, d'image et de réseaux sociaux. Donc pour faire cette conférence, on s'est associé avec Mathieu, qui est créatif stratégiste, qui nous accompagne vraiment sur toutes les nouvelles plateformes, sur tout ce qui est TikTok, Instagram Reels, Livestream. On est toujours à la recherche de nouvelles plateformes. Mathieu, si tu veux te dire un petit mot. Ouais, effectivement, comme Brian l'a dit, on a bossé en binôme ensemble pour vous présenter un petit peu ça, en travaillant à la fois sur des axes créatifs peut-être dont vous n'avez jamais entendu parler, on espère, et à la fois des plateformes aussi à un petit peu pirater, à hacker pour pouvoir se démarquer de la concurrence à moindre coût. Donc nous, on accompagne vraiment tout type de marques et il y a une chose qui nous a toujours un peu pas étonné. Maintenant, c'est devenu quelque chose d'assez traditionnel, mais les grandes marques, on sait, ont beaucoup de moyens et effectivement, quand on met beaucoup de moyens, on peut avoir des super résultats. En tout cas, en termes de visibilité, de notoriété, de reach. C'est vrai que quand on est une grande marque et qu'on met 100 000 euros, 500 000 euros sur une opération, c'est très, très difficile de se rater. Mais en fait, ce qu'on a remarqué aussi, c'est que des petites marques qu'on a accompagnées sur des budgets beaucoup plus restreints, avec des opérations beaucoup plus smart, en fait, même si, OK, elles n'ont pas 1 million de reach, elles ont peut-être 100 000 de reach, mais pour chaque euro qu'elles ont dépensé, en fait, elles ont obtenu un rendement, un ratio de rendement beaucoup plus élevé que certaines grandes marques pourraient le faire. Donc nous, on s'est rendu compte que, en fait, avoir des grands moyens, c'est bien, mais ça représente aussi des énormes contraintes. Et en fait, aujourd'hui, quand on travaille dans une grande marque, voilà, on est confronté à beaucoup de choses qui freinent la créativité, qui freinent justement cette audace. Donc, de la politique interne, de qui doit valider le casting de qui, est-ce que mon idée créative convient en DA, tous les processus de validation. On a des budgets normalement qui sont calés annuellement. Donc, si on a des nouvelles idées, s'il y a de la flexibilité sur les réseaux sociaux, comment est-ce qu'on peut interagir rapidement. Il y a aussi la frilosité. Nous, on a mis en tout cas chez Woo beaucoup de temps à
à éduquer certaines marques pour aller sur des réseaux sociaux et même tester des nouvelles choses qui aujourd'hui nous paraissent complètement évidentes. Mais il a fallu un certain temps quand même pour arriver sur Facebook. Il a fallu beaucoup de temps pour arriver sur Instagram sans que les marques aient peur. Et ce qu'on sent aujourd'hui, c'est que en tant qu'une marque émergente, et justement, on peut s'affranchir de ce genre de choses. On peut s'affranchir aussi des codes classiques de saisonnalité ou de contraintes de marché parce qu'on évolue sur un marché qui est beaucoup plus digital, beaucoup plus e-commerce. On peut s'affranchir aussi de la légitimité parce qu'on est maître de toute la production de A à Z et qu'aujourd'hui, ce que les consommateurs recherchent, c'est pas forcément une marque ultra luxe, ultra premium, c'est avant tout de la transparence. Et si on est transparent sur son produit, sur sa manière de fabriquer, sur sa manière de mettre en vente, sur sa manière de pricer même ses produits, en fait, on peut gagner aussi une nouvelle part de consommateurs qui sont un peu ces nouveaux consommateurs habitués à consommer peut-être un peu plus cher, mais bien. Et ensuite, je passe bien sûr sur la direction créative et sur le juridique, qui est une bataille constante qu'on mène de front, puisque nous, on a même une personne qui s'occupe du juridique à temps plein chez WOO, justement pour nous accompagner sur ces problématiques-là. Donc nous, un peu, comme on a vu cette évolution, c'est que les marques commencent à se défaire un peu des saisons. Donc il y a eu le grand roulement de tambour avec Saint-Laurent qui annonçait qui quittait un peu la saisonnalité classique, ou des marques qui aujourd'hui développent des collections qui sont disponibles tout au long de l'année. C'est des basiques, c'est des icônes, c'est des choses qu'on va voir tout au long de l'année sans saisonnalité et qu'on essaie de garder au fil du temps et au fil des années. Il y a des produits chez certaines marques qui, par exemple, sont voués à ne jamais changer du tout, et c'est justement l'objectif, c'est que ça reste une espèce de basique et de vie. On a aussi beaucoup de marques qui se lancent sans e-shopping, et nous, comment est-ce qu'on s'adapte, et nous, consommateurs, comment est-ce qu'on s'adapte? On a aussi des marques qui s'affranchissent des codes classiques. Typiquement, normalement, on ne devrait pas prendre position politiquement sur certaines problématiques. Aujourd'hui, nous, il y a certaines marques qui prennent position, qui s'affranchissent de ces limites-là, en prenant des risques, oui, mais en créant aussi un parti pris très fort. Et puis, il y a aussi des tests au niveau du pricing. Pourquoi pas s'affranchir d'un prix ou de communiquer de manière transparente sur les prix. Donc, on l'a vu notamment avec Everline qui teste des nouvelles manières de vendre des produits sans forcément fixer un prix. Donc, en France, il y a une autre marque qui s'appelle Maison Standard qui a un peu répliqué cette expérience-là. Et on s'affranchit aussi des saisonnalités de vente, ou d'être obligé de faire des soldes, obligé de faire Black Friday, obligé de faire Cyber Monday. Voilà, nous, aujourd'hui, on peut aussi proposer d'autres alternatives parce qu'on n'est pas obligé de respecter ces codes-là. Donc, nos marques, avec nos moyens, nous permettent vraiment de nous abstenir de toutes ces contraintes-là pour toucher nos consommateurs. Donc, on va vraiment se mettre dans l'imaginaire qu'aujourd'hui, on est une marque émergente, on a un budget qui est très, très limité, on n'a pas forcément une équipe de 100 personnes pour s'en occuper. Donc, on vous a un peu partagé des idées qui sont à la fois des idées qui n'ont pas de contraintes créatives, pas de contraintes de légitimité. Et si on n'avait pas de contraintes de budget et de temps, ce qu'on pourrait faire sans forcément aller sur des budgets démentiels non plus. Une des premières idées que j'ai remarquées et qui en tout cas prend un peu plus d'audience et d'intéressement de la part des consommateurs, c'est la co-conception. Donc, par exemple, Kalenji aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est avant de mettre en vente un produit, ils testent en fait les consommateurs sur les coloris, sur la matière, sur la forme. Donc, ils utilisent beaucoup Instagram Stories. Avant, ils utilisaient beaucoup les formulaires Google Forms. Donc voilà, c'était vraiment fait avec les moyens du bord. Aujourd'hui, ils utilisent Insta Stories, donc c'est pas forcément un outil incroyablement compliqué. Il suffit juste de faire choisir aux consommateurs les couleurs, leur demander un feedback, leur montrer un peu des previews. Pas forcément du produit fini, mais en tout cas quelle est notre démarche créative.
Et ça c'est intéressant à la fois en termes créatifs parce qu'on fait participer le consommateur. On peut aussi utiliser une communauté d'influenceurs pour relayer ce questionnaire et pourquoi pas leur demander juste de répondre aux questions et de partager les réponses qu'aurait donné l'influenceur. Et ça permet aussi de faire un follow-up avec, pourquoi pas, de proposer la version finale du produit en précommande ou de proposer une réduction, un discount sur le prix pour tous ceux qui ont participé cette co-conception. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit évoluer. Donc, à prendre en compte dès la conception du produit, on peut aussi co-concevoir une campagne média, on peut aussi co-concevoir notre prochain feed Instagram. Donc, il y a plein de choses dans lesquelles faire participer les consommateurs et faire participer les influenceurs sans forcément être sur du placement de produits, ça peut être une manière aussi de créer un club, une communauté de consommateurs autour de cette marque. Il y a d'autres choses aussi qu'on peut faire à travers l'écran, qu'on a vu pendant le confinement et qui va se développer et on va dire qui va se professionnaliser un peu plus. C'est par exemple les échanges de savoir-faire et d'introspection de marque. Donc nous, on a remarqué par exemple que certaines marques donnaient rendez-vous sur Zoom, Google Meet ou même aujourd'hui comme sur Teams pour partager un certain savoir-faire d'une marque, que ce soit de la maroquinerie sur les pièces en cuir, les coutures, le patronage. Ça peut être aussi des thématiques liées à de la saisonnalité, comme en ce moment, comment faire un paquet cadeau sans scotch en utilisant des méthodes japonaises. Donc il y a plein d'idées à utiliser comme ça. On sait qu'il n'y aura pas forcément une audience incroyable au début. Ça peut être peut-être 5 personnes, 10 personnes, 15 personnes. Mais ces 15 personnes-là, en fait, c'est un bouche à oreille qui va créer une communauté. Et c'est des gens qu'on va retrouver au fur et à mesure de la marque, qui vont qui vont aussi construire le culte d'une marque. Et pourquoi pas, nous, ce qu'on avait imaginé, c'est au lieu de faire du placement de produit classique avec un influenceur, on pouvait faire intervenir, par exemple, une fois par mois ou une fois dans le trimestre, un influenceur qui a un talent spécial de création de paquets, de DIY. Enfin, en gros, de faire venir une nouvelle communauté, d'amener du trafic sur ces lives pour partager quelque chose de spécial. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi utiliser pour générer des leads par exemple, un code de réduction pour tous ceux qui ont participé au live stream qui n'est valable que sur 24 heures. Donc, code promo généré sur toutes les plateformes type Shopify, WooCommerce et autres. Ouais, c'est vrai que pour rebondir avec sur ce que tu dis, Brian, le fait de vouloir lancer des petites réunions un petit peu tupperware sur Zoom ou sur Google Hangout, ça crée vraiment un sentiment d'appartenance et de communauté. Ça rend un petit peu le côté digital mais select, une espèce de club privé comme on peut le voir des fois dans les soldes privés où on invite juste nos clients les plus fidèles, etc. Et le fait de faire intervenir ou non un influenceur permet de s'assurer en fait une certaine, une certaine visibilité déjà en RP et une certaine adhésion aux gens à la vidéo. Demain, si on propose un influenceur, un top influenceur de participer à ce genre de Zoom ou de Google Hangout, on s'assure quand même un taux, enfin, pas mal de participants, donc ce qui peut être hyper intéressant. Euh, Toujours dans l'idée de se placer à la place du conso qui voudrait. C'est des consos qui sont fans et qui suivent ce genre d'influenceurs et qui sont friands de ce genre d'expérience et de créer de la connivence avec des influenceurs qui les guident tous les jours de savoir comment s'habiller, dénicher les dernières tendances mode, etc. Mm. Et un peu la démarche qu'on a avec les marques généralement pour développer ce type de produits comme des conférences Zoom. Donc, ce n'est pas forcément des moyens extraordinaires. On le fait généralement avec un iPhone et juste un micro cravate. Ça suffit largement et peut-être un peu de lumière. Mais c'est surtout si je devais apparaître sur Netflix en une série, laquelle ce serait et laquelle je développerais en Zoom. Donc, est-ce que ma marque va être sur quelque chose comme du Chef Table ou Girl Boss ou voilà. Qu'en gros, il y a aussi une manière d'événementialiser et d'imaginer sa marque déjà au stade d'après.
Le stade d'après, ça peut être aussi la manière dont on communique avec les clients. Et en fait, on se rend compte, et je pense que vous l'avez vu, en tout cas encore plus aujourd'hui, que les newsletters, c'est top. Et il y a vraiment des vraies choses à développer en termes de vente et de pusher de la vente via des newsletters ou de la communication. Le problème, c'est qu'on est quand même énormément filtré de plus en plus, et notamment par Gmail. Et il y a beaucoup de mails, en fait, dès qu'on supprime un mail, dès qu'on l'ouvre pas, dès qu'on l'archive, même si on aime la marque et même si on se dit plus tard, je vais lire ce mail ou je lirai les prochains mails, en fait, ça fait baisser le taux d'ouverture, ça fait baisser le taux de clic. Et au final, ben, le temps qu'on passe à développer des newsletters, à créer une vraie ligne éditoriale en newsletter, ben, en fait, ça peut être intéressant, mais que sur certaines choses. Sur d'autres choses, ça peut être intéressant d'utiliser d'autres plateformes sociales type WhatsApp pour vraiment créer des cercles privés de gens qui sont vraiment intéressés que par une chose en spécifique. Donc ça, c'est quelque chose qui est beaucoup inspiré, qui est surtout utilisé en Asie, donc utiliser des plateformes comme WhatsApp, notamment en boutique, les vendeurs utilisent beaucoup WhatsApp ou WeChat, enfin, selon les pays, bien sûr. Mais pour communiquer avec un cercle d'acheteurs qui sont vraiment des acheteurs cultes qui ne sont intéressés que soit par les offres spéciales, soit par les avant-premières, soit qui sont capables même d'acheter des pièces via WhatsApp juste parce qu'ils ont été les premiers à être informés. Ça vaut le coup d'imaginer et de réfléchir à une newsletter pour la communication globale et créer un WhatsApp sur lequel on va faire quelque chose de très spécifique, soit pour générer énormément de ventes, parce que je m'adresse que à des acheteurs qui n'hésitent pas à mettre de l'argent, soit des gens qui ont juste envie d'échanger sur la marque et qui veulent être les premiers, se sentir inclus, se sentir un peu VIP de la marque, sans être forcément premium luxe. Mais voilà, c'est une autre manière de développer sa communication sans forcément que ça implique des coûts monumentaux. C'est quelque chose qui peut être fait avec quasiment 0 € de budget, mais ça peut rapporter énormément en termes de vente et notamment pour se démarquer en saisonnalité, type pour la Saint-Valentin, je cherche un cadeau pour mon copain, pour la fête des mères ou pour Noël. Voilà, ben, pendant que 100 marques vous envoient un mail, moi je reçois un WhatsApp d'une personne de la marque avec quelque chose de très simple, très clair, une image peut-être, ou juste un texte, une image, et c'est passé à travers tous les filtres. Ouais. Et en imaginant un petit peu une mécanique où il y a de l'amplification grâce à de l'influence, c'est un bon moyen aussi pour des jeunes marques ou des marques émergentes de pouvoir récupérer de la data, que ce soit email ou numéro de téléphone notamment. Bah, après, oui. Après, c'est pas super RGPD, hein, juste on ne peut pas trop récupérer de données dessus. C'est plus voilà, une démarche de communication plutôt qu'une démarche d'opt-in. Après, on avait aussi regardé, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un lien de plus en plus évident pour les grosses, enfin, qu'utilisent les grosses marques de prêt-à-porter, les grosses marques de mode entre le côté gaming et le côté mode. Et c'est vrai que Twitch est devenu un petit peu un nouveau podium virtuel pour les marques de luxe et les marques de prêt-à-porter. Donc on trouvait ça intéressant de se dire que cette plateforme pouvait être utilisée. C'est notamment ce qu'a fait Burberry, euh, qui avait, euh, qui avait seulement 360 followers sur Twitch, mais qui a préféré faire son défilé sur Twitch plutôt que sur Instagram ou YouTube. Donc ça montre bien qu'en fait, en s'installant un petit peu en premier sur une plateforme sociale différente et disruptive, on peut créer un petit peu beaucoup de RP, se générer de beaucoup de visibilité et d'être perçu comme une marque un petit peu novatrice sur son marché. Donc ce qui peut être intéressant, plutôt que d'essayer de faire un petit peu comme tous les autres, à aller en priorité sur Instagram. Twitch, c'est un bon levier. En plus, on touche une typologie d'influenceurs différents. Qui dit influenceurs différents dit des gens qui auront une plus grande capacité de rétention, des communautés qui auront une plus grande capacité de rétention et un impact plus grand sur ces communautés. Donc on trouvait que c'était intéressant. Il y avait plusieurs cas qu'on a détectés, notamment Burberry. Et, euh, voilà, c'est intéressant aussi parce que l'influenceur peut être, peut commenter un petit peu aussi sur Twitch un événement en direct, participer
crée beaucoup de liens avec sa communauté. On peut aussi imaginer, par exemple, je dis peut-être une bêtise, mais comme ça, que l'influenceur avec lequel on collabore euh, porte un gimmick graphique ou un lien fort affinitaire à votre marque et que toute sa communauté le voit jouer en live avec. Ça peut être tout un tas de choses comme ça également. Donc voilà, Twitch, c'est bien. Ça peut être une plateforme sur laquelle on peut, par audace, se mettre dessus. Après, en termes de KPIs, on met juste un tout petit warning parce que, par exemple, Burberry, qui est quand même, enfin voilà, c'est 17 millions de followers sur Instagram, sur le show en live qu'ils ont fait exclusivement sur Twitch, donc c'était vraiment une exclue sur Twitch, c'était pas retransmis ailleurs. Il n'y a que 2500 personnes qui ont vu le défilé sur Twitch. Donc ça montre aussi que ça a été un super retour en termes de RP. Après, en termes de retombées KPIs, ROI, c'est pas forcément ce qui est super intéressant quand on est une marque émergente. Quand on est une marque émergente, on va plutôt essayer de créer une chaîne sur Twitch sur quelque chose qu'on peut partager en live. Parce que ça, par contre, si Twitch nous a appris quelque chose, c'est qu'effectivement, les gens sont beaucoup plus intéressés par du contenu qui est produit en live, même s'il n'est pas qualitatif, même si c'est pas propre, même si c'est mal cadré, mais au moins ils sont au cœur de la marque, ils peuvent chatter, ils peuvent interagir, un show Burberry qui est effectivement magnifique, mais qui ne respecte pas forcément les codes visuels et les codes d'utilisation des plateformes comme Twitch. Et je pense à Twitch, je pense à d'autres plateformes comme Discord aussi, où on a des gens qui sont beaucoup plus habitués à voir des choses brutes et qui veulent des choses brutes plutôt que d'essayer absolument de squeezer quelque chose de ultra qualitatif à l'intérieur et d'espérer un retour derrière. Si on devait passer un peu plus de temps sur Twitch, il faudrait aussi faire un effort sur le casting, c'est-à-dire prendre des gens qui ont déjà de l'audience sur Twitch. Donc, ce n'est pas forcément des influenceurs qui ont l'habitude d'être approchés par des marques de mode, de prêt-à-porter, de bijoux, de joaillerie. C'est un public qui n'est pas encore, on va dire, saturé par la fast fashion et qu'on peut aborder avec, si on n'a pas beaucoup de budget, on peut vraiment discuter encore aujourd'hui. Et en termes de visibilité, même si ça reste sur Twitch, ça reste quand même beaucoup plus intéressant qu'avec le même budget, avec la même taille d'influence sur une autre plateforme comme Instagram. Après, en parlant un petit peu justement de mode virtuel, dans cette même veine, on a vu aussi un truc hyper intéressant, c'était que on pouvait remplacer finalement avec le confinement ou pendant la Fashion Week, c'est un temps fort de communication pour toutes les marques de prêt-à-porter, toutes les marques fashion. On a vu quelques cas comme ça où certaines marques, en collaboration avec des influenceurs, créent des filtres plutôt qu'une scénographie. C'est-à-dire qu'ils se créent un petit peu un vrai univers très autour de la lumière, de l'image, dans dans des scénographies qui poussent le trait hyper loin. Justement parce qu'ils poussent le permettre, parce qu'ils sont en studio et ils sont pas devant un podium devant des milliers de gens pendant le confinement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont vraiment certaines marques comme Dior, en collaborant avec l'influenceur J'aime tout chez toi, a pu vraiment tirer le fil en créant carrément un filtre où l'influenceur pouvait se mettre en scène sur le podium et défiler avec un habit de la marque qu'il avait reçu au préalable pour pouvoir se mettre en scène vraiment comme s'il était vraiment sur le podium. Et c'était assez intéressant, c'est un truc qui a beaucoup plu à sa communauté. Et c'est vraiment un signal hyper fort euh, de, de, de l'entrée de la mode dans cet univers virtuel. Et finalement, même si là, c'est un fil qui a coûté, je pense, très cher, il y a des petits twists créatifs à faire sur des filtres un peu moins chers ou même des gifs pour créer un petit peu un lien affinitaire avec votre marque et pouvoir créer des défilés un petit peu maison chez les influenceurs, mais qu'on soit dans l'univers de votre marque en même temps. C'est vrai que quand on a Kim Jones comme directeur créatif, voilà, il faut des setups de malade. Mais on a aussi vu des choses beaucoup plus fines, beaucoup plus minimalistes, mais tout aussi impactantes pour justement que, à la fois, on crée vraiment un univers de marque, une signature visuelle pour la nouvelle collection. Donc, on n'est pas obligé de faire un défilé, on peut faire vraiment un lookbook vidéo vraiment simple, mais juste avec une signature visuelle et un concept créatif vraiment simple, qu'on peut répliquer avec un filtre Instagram. Donc, nous, par exemple, les filtres Instagram,
on en produit et les coûts peuvent varier de 1000 à 5000 euros pour des choses qui sont quand même déjà assez intéressantes. Et c'est des filtres qui permettent aussi aux influenceurs d'avoir du terrain d'expression pour créer leur contenu et pour qu'ils produisent plus de stories que ce qu'on leur avait demandé, voire inclure d'autres influenceurs qu'on ne va pas forcément payer, comme des micros, des nano-influenceurs. Et ça permet aussi aux consos de participer un peu à la marque, parce qu'un filtre, finalement, c'est disponible pour tout le monde. Et ça permet aussi de développer un peu plus l'image quand on veut faire un événement un peu spécial ou en tout cas marquer visuellement un moment. Et aussi, il ne faut pas l'oublier que quand on fait des stories Instagram, on peut, pour les influenceurs qui ont au-dessus de 10 000 followers, créer un lien swipe up pour aller directement sur le e-shop ou sur la pièce de la collection qu'il est en train de mettre en avant. Donc c'est vraiment, avec peu de moyens, mais beaucoup d'esprit créatif, on peut arriver à générer et de la visibilité et pourquoi pas des ventes ou des précommandes sur les pièces qu'on est en train de montrer. Ce qu'on a imaginé aussi, ça c'est vraiment un truc qu'on s'est dit un petit peu entre nous, on l'a pas forcément vu ailleurs, mais c'est que on imaginait que les influenceurs pouvaient faire un takeover du compte de votre marque pendant une journée. C'est-à-dire de proposer à l'influenceur même un influenceur de 30K followers, de réaliser du immense takeover de votre compte et mettre en avant une sélection de produits. Ça peut être aussi une sélection de produits, ça peut être une co-conception que vous avez créée avec lui. Et on trouvait intéressant pour avoir un petit peu, pour créer une mécanique un peu plus héroïste, de faire de cet influenceur, par exemple, l'égérie ou le modèle de votre compte InstaShop. InstaShop, c'est un truc qui existe d'à peu près plus ou moins il y a un an. Enfin, suivant les mises à jour sur vos téléphones, ça se trouve, vous l'avez depuis moins longtemps. Mais, euh, mais c'est un truc hyper intéressant pour des marques émergentes qui souhaitent vendre sur l'application. Et justement, l'idée serait qu'on trouvait intéressante, c'était de se dire que les influenceurs, au-delà de communiquer sur leur page, sur leurs réseaux sociaux à eux, ils pouvaient être carrément l'ambassadeur directement dans votre InstaShop, c'est-à-dire vraiment prendre la pause et se mettre en scène avec vos vêtements et après communiquer sur ces réseaux pour rediriger sa communauté directement sur cet InstaShop. On trouvait que c'était un moyen assez créatif de pouvoir vous créer déjà une vraie égérie et de pouvoir générer des ventes plus rapidement. Il faut savoir aussi que par rapport à... Vous avez peut-être certainement tous un e-shop, il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'est vraiment une manière plus agile de vendre sur InstaShop parce que on n'est pas obligé d'avoir 1 million de références, de payer un hébergement, etc. Ce qui est intéressant aussi, c'est que on sait que, par exemple, booker un influenceur sur une semaine, payer les droits sur le long terme, ça peut être conséquent en termes de budget. Par contre, proposer à un influenceur un takeover du e-shop de la marque, ça peut être hyper intéressant parce qu'on peut événementialiser pendant 24 heures le e-shop Instagram avec les looks créés par l'influenceur, les pièces sélectionnées par l'influenceur, et peut-être proposer un discount pendant une journée juste sur sa sélection shopping. Et juste pour revenir sur ce que disait Mathieu, pour le e-shop, il y a juste certaines choses qu'il faut avoir en tête pour le mettre en route. C'est que voilà, le site doit être e-commerce. Il faut que le catalogue soit intégré sur Facebook via Shopify ou BigCommerce. Mais à part ça, il n'y a pas vraiment de contraintes et ça permet justement d'événementialiser, de le mettre à jour avec des visuels différents et peut-être de tester des manières de vendre via Instagram plutôt que absolument rediriger tout le monde vers le site e-commerce. Et justement, un petit peu en parlant de ce côté Insta Shopping qui est un petit peu nouveau, il y a enfin le dernier format qui a été sorti par Instagram pour concurrencer TikTok, c'est les formats Reels. Et là, récemment, c'est tout récent, ça vient de tomber. L'Insta Shopping est disponible dans Reels, c'est-à-dire qu'il y a tout simplement un bouton cliquable depuis tous les contenus Reels des influenceurs euh, qui, euh,
qui est disponible pour rediriger vers votre boutique. Donc c'est intéressant parce que on crée un lien directement entre les Reels qui sont vraiment un petit peu un territoire d'expression hyper créatif et très engageant. On se rend compte que là où vous pouvez parler de votre marque et raconter votre territoire d'expression, raconter votre histoire, en un clic, les consommateurs pourront se retrouver directement sur un endroit où ils peuvent choper vos vêtements. Donc c'est assez intéressant. Il n'y a que Instagram qui fait ça et on trouvait ça intéressant de vous en parler. De plus que souvent, les gens sont intéressés par ce qu'ils voient tout de suite. C'est-à-dire que moi, quand je vois euh, une vidéo mode de quelqu'un qui se met en scène, même si j'aime le contenu, même si j'adore l'histoire que raconte la marque, j'aime bien savoir quelle chemise il est en train de porter, quelle casquette, quel accessoire, etc. Et là, en un clic, en voyant du joli contenu, en un clic, je peux aussi savoir ce que la personne porte en direct, quoi. Après, en termes de performance, ce qui est intéressant avec Reels et ce qui manquait jusqu'à maintenant, c'est que Reels, un peu comme TikTok, si le contenu prend, si Instagram le met en avant, ça peut générer énormément de trafic. Jusqu'à maintenant, quand on était une marque, bon, pour faire un Reels, voilà, il fallait créer du contenu, mais on n'était pas sûr de générer des ventes derrière ou en tout cas d'avoir un retour sur investissement. Encore moins avec les influenceurs, donc on réservait plutôt les Reels à des grandes marques qui étaient OK pour payer un certain montant les influenceurs pour faire des Reels. Aujourd'hui, avec cette feature qui n'est pas disponible sur d'autres applications similaires, eh ben, il y a un vrai intérêt économique à faire un Reels avec un produit en feature. Parce que si ce contenu-là, si ce Reels-là est remis en avant par Instagram, par l'algorithme, s'il remonte dans la fonctionnalité Explore, ben, ça peut amener énormément de trafic tout d'un coup sur ce produit, sur le e-shop, avec finalement très peu de contenu, parce qu'un Reels, pareil, il faut vraiment que ce soit brut, c'est pas on n'est pas en train de faire une vidéo en 3D avec du FX, on est justement sur quelque chose de beaucoup plus authentique, beaucoup plus simple, beaucoup plus fun. En termes de fun, il y a aussi une manière de jouer avec la marque et jouer avec les tendances. C'est nous ce qu'on appelle le news hacking ou le social listening. Tout dépend de qui vous suit derrière. Et justement, bah, pour s'affranchir un peu des saisonnalités classiques, on peut aussi aller chercher des saisonnalités qui intéressent des consommateurs qui sont dans les mêmes, on va dire, cercles de segments de consommation. Et notamment, on l'a vu, on a trouvé ça très malin, mais par exemple sur Twitter et sur Instagram, un trending topic comme la sortie de l'Apple Watch série 6. Donc, on sait en avance qu'un certain jour, il va y avoir voilà, beaucoup de gens qui vont être intéressés par la sortie de cette montre. C'est une montre qui a été énormément adaptée pour le côté fitness, pour le côté porté à tous les jours. C'est un statut symbole. Ça se porte aujourd'hui avec des bijoux. Ils l'ont fait en couleur noire, ils l'ont fait en couleur dorée, ils l'ont fait en couleur argentée. Donc, moi, marque de bijoux, de joaillerie, et je pense notamment à Atelier Paulin, ben, je pourrais imaginer de jumper un peu sur ce trending topic en me disant bah, je vais créer un look spécial Apple Watch pour combiner l'Apple Watch avec des bijoux ou de la joaillerie et de faire des looks un peu pour combiner les deux. Pourquoi? Parce que quand je vais le mettre en avant sur Instagram ou quand je vais le mettre en avant sur Twitter, je vais pouvoir taguer le nom de ma marque, je vais pouvoir taguer bijoux, mais je vais aussi taguer Apple Watch série 6. Et quand c'est un trending topic, et ben, ce genre de contenu remonte très très vite. Et ce n'est pas forcément un contenu auquel s'attendent les gens qui sont dans la tech ou les gens qui sont sur Twitter, mais qui justement peuvent intéresser un nouveau segment de consommateurs. C'est une manière de remonter sans forcément faire des frais incroyablement élevés, puisqu'il suffit juste, par exemple, dans ce cas-là, de prendre une Apple Watch, de faire un shooting avec l'Apple Watch et de combiner en mix-match avec d'autres produits, de partager ces looks-là sur son compte Instagram, d'aller sur Twitter, pourquoi pas d'aller taper à la porte de certains journaux tech. Et ça permet en fait de combiner les deux pour une mise en avant. Pour la petite anecdote, l'Apple Watch, si vous l'achetez, vous pouvez la rendre au bout d'une semaine gratuitement, vous serez remboursé. Donc vraiment, ce genre de news hacking peut vraiment
représentait très très peu de budget. Ça peut être aussi une manière de faire un shop de look associé, donc on peut taguer différents produits dessus, ou voilà, de créer des liens swipe up, de mettre en avant une manière beaucoup plus vendeuse d'associer ces produits. Là, récemment, en trending topic sur lesquels les marques ont beaucoup rebondi sur la mode, le prêt-à-porter, ça a été Emily in Paris. Mais de manière un peu plus anecdotique et créative, ça a été le lancement d'un jeu qui s'appelle Cyberpunk 2077, qui est un jeu très très futuriste. Et on voit certaines marques qui sont allées pousser le look Cyberpunk 2077 ou des inspirations futuristes. Voilà. Donc c'est intéressant de trouver des astuces comme ça pour s'affranchir de dépenser de l'argent en médias ou en RP sur ce genre d'opération. Et surtout, ce qui est intéressant aussi, c'est que au-delà enfin, c'est se créer aussi un petit peu un run éditorial différent de ses concurrents qui vont tous communiquer sur la Saint-Valentin, sur la fête des mères, etc. Et c'est vraiment important, enfin, c'est vraiment pour créer de la différence et être créatif, des fois, il suffit d'avoir une stratégie éditoriale différente et de parler de sujets différents. Là, c'est vrai qu'on vous a bien poussé le côté Apple Watch parce on est convaincu que ça va être un sujet entêté dans les mois à venir. Mais ça peut être plein de sujets à détecter en faisant du social listening et à détecter, pourquoi pas ensemble, euh, sur enfin, pour vraiment aider à trouver des sujets différenciants par rapport aux concurrents. Et c'est comme ça qu'on voit le community management demain. C'est pas de parler sur les grands marronniers. Alors oui, s'il y a des marronniers immuables comme le Black Friday, comme la Saint-Valentin, d'accord. Mais il y a quand même le community management de demain se fait vraiment à l'écoute des requêtes conso et des demandes conso et de ce que les gens aiment dans l'instant. Et c'était juste aussi pour enfin, éveiller un peu tout le monde sur cet aspect-là du changement de paradigme qu'a eu le social media et notamment le community management ces dernières années. Ensuite, une autre manière aussi d'interagir avec sa communauté et peut-être de présenter ses produits de manière différente, donc c'est le live stream. Donc, en 2021, on va beaucoup en entendre parler. Ça a été beaucoup testé dans les pays asiatiques avec Weibo, WeChat, avec vraiment des lives. Aujourd'hui, il y a des marques qui ont des chaînes dédiées sur des plateformes équivalentes à Facebook ou Instagram, où pendant 5 heures par jour, il y a des personnes qui présentent des nouveaux produits, donc qui sont dédiés à une marque. Par exemple, Yves Saint Laurent a une chaîne beauté pendant 5 heures. Tous les jours, il y a des beauty experts qui présentent les nouveaux produits, qui font des make-up look, qui présentent le produit, qui le glorifient. Un peu comme nous, ce qu'on a connu, comme ce qui existe encore, hein, le téléachat, mais c'est la version 2021. Et la version 2021, en fait, elle respecte un peu les codes de ce nouveau téléachat, sauf qu'on est dans l'ère de recommandation où on cherche à faire vivre des expériences pour les gens qui sont derrière leur écran et qui ont envie d'en savoir plus sur un produit ou qui sont encore dans l'étape de considération et qui ne sont pas encore dans l'étape d'achat et qui ont besoin de l'extra step pour être convaincus. En termes de moyens, un live stream, pareil, on l'a fait avec des moyens extrêmement limités pour certaines marques, avec un iPhone, des micros et une lumière. L'idée, c'est pas non plus de faire le setup le plus qualitatif possible. L'idée, c'est vraiment de trouver quelle est la manière un peu fun, un peu créative qu'on peut imaginer comme live stream pour que les gens s'inscrivent à cet événement. Donc là, on avait Lancôme, par exemple, qui a collaboré avec Chiara Ferragni pour faire un pyjama party, parce qu'on était en plein confinement en plus. Donc voilà. Pour tester plein de produits de beauté, mais on peut imaginer ça dans plein d'autres univers différents. Alors, toujours dans les warnings que je me permets de remettre, ça reste quelque chose sur lequel, en tant que marque émergente, on peut se positionner maintenant pour faire du test and learn et en faire quelque chose qui va permettre plus tard d'être une marque reconnue parce qu'on a été les premiers à faire ça ou parce qu'on le fait hyper bien. Parce qu'aujourd'hui, l'audience, elle est encore frileuse sur ce type de format. Donc voilà, c'est quand même Lancôme là sur cette opération.
ils ont eu 3500 personnes en live qui étaient connectées. Donc, ils ont généré des ventes. Il y avait un outil pour acheter en live toute cette collection. Mais ça reste, par rapport à la taille de Lancôme et on sait à la taille de la communauté de Chiara Ferragni, quelque chose qui est encore dans les starting blocks, mais on vous encourage quand même à tester avec les moyens du bord, avec les plateformes qui sont disponibles et qui sont gratuites, à faire des live streams pour présenter vos produits, pourquoi pas mettre à disposition de votre audience un discount sur le produit ou sur les frais d'expédition ou de l'envoyer en moins de 48 heures. Enfin, voilà, trouver des manières d'interagir avec eux, mais pas un live stream vente. C'est un live stream de quelque chose qui va se passer ce soir-là. C'est pour ça qu'on fait généralement appel à des influenceurs pour essayer de trouver des thématiques, des mini-événements, des choses dans lesquelles tout le monde peut participer et que ce ne soit pas quelque chose qu'on revienne au téléachat. On peut aussi imaginer avec les influenceurs de chercher d'autres manières de faire vivre son expérience de marque et notamment sur la partie de vie du produit. Aujourd'hui, on sait que les consommateurs, ils ont envie que leurs produits durent dans le temps, ils ont envie que leurs produits soient éco-responsables, ils ont envie de consommer mieux et ils ont envie justement d'en parler autour d'eux et en tout cas de faire vivre cette expérience autour d'eux. Donc pour ceux qui connaissent, je pense que je n'ai pas besoin de représenter Veja, marque de sneakers, qui a justement beaucoup marqué, en tout cas l'année 2020, en créant carrément un pop-up store, en reprenant des Veja ou des produits invendus parce qu'ils avaient des défauts, pour les revendre dans cette boutique ou en e-commerce. Et en fait, ce qu'on trouvait intéressant, c'est que c'est une démarche qui a bien marché. On a senti un grand intérêt, en tout cas en termes de RP, ça a très bien marché, parce qu'il y a eu beaucoup de retombées presse là-dessus. Mais on n'a pas encore vu d'opération d'influenceurs qui reportent du second hand d'une certaine marque pour montrer à quel point cette marque est durable ou comment est-ce que le produit évolue dans le temps. Plus, c'est quelque chose on avait une marque de maroquinerie qu'on a accompagné, c'est quelque chose qu'on voulait explorer avec eux, c'était que l'influenceur mette en avant le produit aujourd'hui, mais qu'il fasse un peu un review du produit 12 mois après et qui montre comment est-ce que le cuir, en fait, il a évolué, comment est-ce que la couleur, le satin, la texture a évolué. Et de dire qu'en fait, le produit, il devient encore plus beau, il devient encore plus personnel une fois qu'il a vécu dans notre vie. Ou alors, carrément, de faire un peu comme Patagonia et de revendre des produits qui ont été portés et de faire des campagnes d'influence où si on leur fait porter des produits, c'est que des produits de deuxième main pour justement avoir cette approche sustainable. Donc ça, c'est intéressant. Voilà, ça demande quand même une certaine démarche en termes de récupérer ses produits, mais ça permet aussi de se réapproprier un peu l'image de la deuxième vie de son produit. Moi, je passe beaucoup de temps sur Vinted en ce moment, justement, pour acheter des produits de certaines marques. Et en fait, je me dis, moi, si j'étais une marque, il y a certaines choses que j'aime bien voir, et ça me fait marrer de voir les gens porter ça comme ça sur Vinted. Mais il y a des moments où je me dis, mon produit, il est en train d'être bradé à un prix vraiment bas, ou alors la manière dont il est expliqué en deuxième vie, c'est pas forcément la manière dont j'aurais aimé l'expliquer moi. Voilà, donc il y a aussi une reprise, en fait, reprendre en main aussi sa marque dans la deuxième vie qu'elle va avoir, c'est hyper important. Et pourquoi pas, on peut très bien imaginer créer sa deuxième boutique second hand sur Vinted, il n'y a aucun souci là-dessus. Il y a certaines marques qui vont le faire d'ailleurs en 2021. Mais voilà, il faut maîtriser aussi la deuxième vie image de son produit et l'utiliser comme plateforme de visibilité. Autre chose qui est vraiment, vraiment, vraiment pas explorée par les marques émergentes, mais qu'on trouve dommage parce que c'est pas du tout tabou et c'est des choses qui se font, en tout cas qui sont pas du tout assez en France, mais qui se font, ils sont à l'étranger. C'est de mutualiser des collaborations pour générer de la visibilité avec des influenceurs. Donc, pour payer les frais des influenceurs, pour payer les frais des shootings, des déplacements de l'équipe de prod. Donc, c'est des choses qui sont explorées par certaines marques comme Mini qui s'intègre beaucoup à la mode ou Mercedes qui baigne dans la Fashion Week. Mais il y a plein de marques qui pourraient mutualiser ensemble une collaboration pour tirer le meilleur de l'une de l'autre et créer un peu des liens aussi entre ces deux marques. Donc si moi je suis intéressé par cette marque, mais je vois cette autre marque,
je vais peut-être aller sur le compte Instagram de cette marque, je vais peut-être m'intéresser à cette marque. J'ai certains moyens parce que je suis allé sur cette marque, donc j'ai un panier d'achat qui est conséquent pour l'autre. Il y a aussi une recherche aussi de nouveaux clients. Donc, ce n'est pas forcément pour faire baisser les prix, même si ça peut servir, mais c'est aussi aller chercher des consommateurs auxquels on ne pensait pas forcément ou qui ne sont pas dans le premier cercle, le premier segment de considération, mais qui peuvent générer des ventes de manière intéressante. Il y a une autre manière que on met pas un warning dessus, mais c'est vraiment si la démarche est 100% transparente avec et si on est vraiment aligné avec l'influenceur. Mais il y a certaines opérations où, en tant qu'influenceur, et c'est des choses qu'on a eu comme feedback de leur part, si vraiment la marque émergente n'a pas forcément les moyens de rémunérer ou de compenser mon travail à la hauteur dans laquelle moi j'ai évalué parce que j'ai une grille tarifaire, eh ben, je préfère que cette marque contribue à une œuvre dans laquelle moi je me suis vraiment impliqué ou qui me correspond vraiment ou dans laquelle voilà, je participe tous les jours. Et en échange de ça, on peut trouver une manière de travailler ensemble. Encore une fois, un gros warning parce que le but, c'est pas de dire bon ben j'ai filé 100 € à la Croix-Rouge, qu'est-ce qu'on va faire ensemble. C'est plutôt ok, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble sur pour qu'on puisse mettre en avant la marque, mes créations, tout mon travail et qu'on participe ensemble à cette problématique qui te tient vraiment à cœur. Donc, je ne sais pas si c'est une marque qui est près de la mer et qu'on a un influenceur qui fait du ramassage d'ordures, du run jogging toutes les semaines pour ramasser et qui fait partie de cette session, plutôt que de verser de l'argent directement à l'influenceur, bah, je vais lui proposer de donner de l'argent à cette association pour qu'elle puisse acheter des bennes plus grandes et que quand tu fais ton run, eh ben, que tu portes mes baskets ou que tu portes mon produit de sport. Voilà, il y a d'autres manières aussi d'imaginer les collaborations avec les influenceurs sans forcément passer par le chéquier rémunération classique. Du coup, pour rebondir un petit peu sur le côté upcycling et seconde main dont Brian a parlé tout à l'heure, on s'est dit, il y a un truc à faire, à croiser avec le fait qu'il y a beaucoup de collaborations, de collections de capsules, de produits en édition limitée qui sont créés entre les influenceurs et les marques. Et effectivement, on trouvait que c'était intéressant de vous proposer une idée comme ça. Et on s'est dit, effectivement, c'est un budget très conséquent de collaborer avec un influenceur pour qu'il crée une pièce ou pour qu'il s'associe à le nom d'une collection, etc. Donc on s'est dit, nous, plutôt que créer une collection, une paire de sneakers ou une collection capsule, on s'est dit qu'un influenceur arty pouvait créer pour nous un set de patchs créatifs. Ça peut être en broderie, ça peut être quelques matières en fonction de votre marque, qui comprend à la fois peut-être des éléments visuels de votre marque et quelque chose aussi de très arty, de très joli, pour pouvoir en fait customiser des pièces existantes ou des basiques, type la vieille veste en jean que j'ai récupérée, mais que je mets plus parce que finalement elle est comme celle que tous les autres ont. Et cette customisation peut être intéressante aussi pour donner une seconde vie au produit. Donc, ça va totalement dans les tendances conso, dans ce que veulent les gens. Et ça permet aussi d'avoir de la présence à l'esprit sur des vêtements qui ne sont pas qui ne sont pas de votre marque. Mais ça permet d'avoir de la présence à l'esprit de votre marque sur des vêtements, sur des vieux basiques. Donc, on trouvait ça intéressant. Et, et ça hack un petit peu la collaboration classique qu'on voit entre influenceurs, où en plus souvent les top influenceurs n'ont pas vraiment quelque chose à dire au niveau des artistiques euh, dans ces collaborations. Donc là, on intégrerait un vrai partie prenante avec un influenceur arty qui créerait lui-même le patch à l'effigie de votre marque et qui puisse, en termes de visibilité, hacker un petit peu dans la présence à l'esprit des consos. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire que jusqu'à maintenant, les influenceurs, on leur demandait de collaborer sur des pièces qui demandaient énormément d'argent pour faire des prototypes,
pour même si en termes de vente, c'est-à-dire que, OK, on peut faire un sac à main avec un influenceur et créer un pic de vente tout de suite et voilà, faire un sold out sur ces sacs. Ça ne veut pas dire que demain, les clients qui ont acheté ce sac vont revenir forcément pour acheter un deuxième sac et devenir des consommateurs de long terme, donc les lifetime consumers, sur une marque. Alors que si on est en train d'introduire des nouvelles choses sur un produit, on est plutôt en train de donner deux signaux, c'est acheter le basique et compléter avec ce que fait l'influenceur, ou donner une deuxième vie à cette pièce-là avec cette collaboration influenceur. Et ça, c'est possible vraiment avec des choses aussi petites que des marques de sneakers qui font des collabs pour faire des lacets de couleurs complètement wow avec des influenceurs sur peut-être des chaussures qui sont classiques et qui ont été sorties il y a 1 an, 2 ans, que tout le monde a encore, mais qu'on a envie de revisiter. Ça peut être dans le packaging, ça peut être voilà, comme un petit bateau avec des patchs, ça peut être énormément de choses qui sont liées à des petites, grandes pièces, de bijouterie aussi, de rajouter des pièces. Voilà. L'objectif, c'est compléter. Autre catégorie complètement à part, mais qui est intéressante aussi d'explorer, c'est le casting des influenceurs. Parce qu'aujourd'hui, quand on est une marque émergente, le réflexe qu'on a généralement, c'est de se dire, je suis une marque de mode, je suis une marque de prêt-à-porter, il faut que je m'adresse à des influenceurs de prêt-à-porter qui correspondent voilà, à un certain visuel, à un certain territoire de marque, parce que si demain ça apparaît dans le magazine, il faut que tout soit cohérent. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que justement en utilisant les plateformes sociales, en utilisant les réseaux sociaux, eh ben, on peut s'astreindre de respecter ce casting de la mode parfaite, de la mode voilà, Pierre, 40 ans, les cheveux grisonnants. Voilà. Donc on est plutôt en train d'aller chercher des codes différents, d'aller chercher tout type de consommateurs, tout type de génération. Donc on recite Petit Bateau, mais c'est une marque qui a justement su un peu tirer les fils des réseaux sociaux avec des budgets très limités, sans forcément faire des choses incroyables, mais avec un message très fort à chaque fois dans leur manière de communiquer. Et là, notamment avec leur casting d'enfants, ou leur casting de couple, ou leur casting en transgénérationnel, ils montrent que effectivement, leur marque, elle est faite pour tout le monde, que leurs basiques sont faits pour être portés depuis voilà, la naissance jusqu'à l'infini. Et nous, ça nous permet aussi d'attirer des gens qui sont plus attirés par l'univers peut-être trop lisse, trop parfait de la mode. Ça, on le voit et on va le voir avec d'autres choses comme TikTok, c'est que le retour au brut, le retour au no Photoshop, à se passer des clichés et autres, c'est quelque chose, c'est un vrai signal des consommateurs en 2021. Et c'est quelque chose sur lequel il ne faut pas avoir peur de se lancer, quitte à se reprendre des représailles assez fortes. Donc, Petit Bateau, quand ils ont publié la photo d'un couple de mamans avec un enfant, les commentaires, ils sont parfois ultra violents, mais ce qui fait que toute la communauté Petit Bateau derrière, ils ont répliqué, ils ont commenté, ils ont défendu. Et il y a des influenceurs comme Romain Costa qui avait participé à la première conférence, qui sont venus défendre la marque, qui ont justement poussé le fait que voilà, aujourd'hui, demain, il faut accepter des nouvelles choses. Et voilà, ça a créé vraiment un effet de discussion, donc sur des choses sur lesquelles on peut se positionner. Sur une partie un peu plus légère, mais qui peut être intéressante aussi, c'est marque de mode égale créativité. Donc le prêt-à-porter, c'est aussi savoir donner carte blanche à des influenceurs qui n'ont pas forcément une audience incroyable, qui n'ont pas forcément voilà, peut-être une notion de la mode très poussée, mais par contre qui sauront utiliser vos produits et qui sauront les dénaturer, leur donner une nouvelle vie, une nouvelle vision créative. Pourquoi pas pour transformer son feed Instagram, qui est quand même aujourd'hui un peu la landing page de toutes les marques, en plus de leur e-commerce. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, en tout cas sur les grandes marques, c'est qu'elles sont obligées de faire appel à des grands photographes, elles sont obligées de faire des photoshoots de plus en plus voilà, compliqués en termes de prod, de moyens, voilà, même de retouches.
Et nous, ce qu'on aimait bien sur Rimois, donc bien sûr Rimois, c'est pas une petite marque, c'est une grande marque, mais elle a fait comme les petites marques, c'est-à-dire qu'elle a donné sa valise à plein d'artistes et elle fait confiance à plein d'artistes qui ont parfois même 2000 followers pour créer des œuvres, pour créer du contenu qui va permettre de nourrir le feed Instagram et de passer d'un feed qui est peut-être très lisse, très cohérent, à quelque chose de beaucoup plus vivant, où justement on va pouvoir attirer des nouveaux consommateurs, des gens qui sont peut-être qui recherchent quelque chose d'un peu nouveau de ce qu'on a l'habitude de voir sur son feed Instagram, et qui permet aussi de faire vivre sa marque sans forcément voilà, faire appel à des agences de création de contenu qui vont vous réclamer 5 000 à 50 000 euros par photo Instagram. Donc, voilà, c'est une manière aussi, et c'est des choses qu'on conseille énormément. Et c'est vrai que nous, de ce qu'on détecte dans les campagnes qu'on fait, que ce soit mode ou n'importe quel secteur, euh, enfin, on ne considère plus les influenceurs comme des influenceurs ou des simples ambassadeurs, mais eux se réclament et se revendiquent comme des créateurs de contenu, et ce qui est vrai pour le coup. Et c'est vrai que de plus en plus, on détecte qu'en faisant confiance à ces créateurs de contenu, il y a souvent beaucoup plus d'engagement parce qu'ils font souvent des contenus qui plaisent à leur communauté. Et ça crée beaucoup plus d'engagement et ils ont une force créative des fois qui va au-delà des guidelines sur lesquels on peut les prendre en amont. Donc c'est très intéressant aussi de laisser un peu cette créativité à ce genre, à cette typologie d'influenceurs. Mm. Et on le voit en termes de performance. Donc, bien sûr, on peut se dire, oui, bon, bah, je vais collaborer avec des artistes, c'est cool, je vais avoir des photos, mais ça ne va pas me rapporter grand-chose. Mais en fait, on le voit en termes de taux d'engagement sur le compte Instagram des marques qui font appel justement à ces artistes et qui, justement, vont vraiment pousser les extrêmes de la créativité. Il y a un taux d'engagement beaucoup plus élevé de leur communauté, ce qui veut dire que les contenus qui sont publiés par la marque remontent beaucoup plus souvent dans le feed de leurs followers et des consommateurs. Et ce qui veut dire que plus de présence égale aussi plus de ventes derrière et accès à des communautés qui sont peut-être complètement différentes, mais qui vont considérer ce produit-là, peut-être pas aujourd'hui, mais plus tard, parce qu'ils le voient dans l'univers de l'artiste. Ensuite, pour arriver sur TikTok, on a souvent cette question de est-ce qu'on doit se mettre sur TikTok? Est-ce qu'une marque doit créer un compte sur TikTok ou est-ce qu'on doit juste collaborer avec des influenceurs? Aujourd'hui, ce qui est génial avec TikTok, c'est que en fait, TikTok a zéro contrainte. C'est-à-dire que aujourd'hui, se lancer sur TikTok, ça représente un risque zéro parce que l'investissement financier pour se mettre sur TikTok, il est de zéro. Sur Instagram, on a des contraintes de cohérence. Le feed, il doit respecter une charte colorimétrique très spécifique. Les typos, elles doivent être dans un style très clair. Et ça ne doit pas être des majuscules et des minuscules. Les contenus, ils doivent être lisses, ils doivent être en très haute qualité. Et les contenus sur Instagram, voilà, on est sur le pixel perfect. Alors que sur TikTok, justement, ce que veulent les consommateurs, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'on peut s'amuser, on peut créer du contenu sans vraiment se prendre au sérieux. Au contraire, on le voit, en tout cas en termes d'engagement, plus le contenu il bouge, plus le contenu a de couleurs, plus le contenu il est illuminé, plus il a aucune cohérence, et plus ça marche. Donc ça qui est génial, qu'on trouve génial avec TikTok, c'est que aujourd'hui, n'importe qui peut créer son TikTok en termes de créateur. Il peut vraiment mettre un type de contenu qui lui correspond et qu'il n'aurait peut-être pas forcément mis sur Instagram. Donc, ce qu'on dit généralement, c'est généralement quand on fait des photos sur Instagram ou du contenu sur Instagram, sur 10 vidéos, on n'en garde qu'une et le reste, on supprime. Toutes les photos qu'on n'aurait pas mis sur Instagram, enfin, toutes les vidéos qu'on n'aurait pas mis sur Instagram ou qu'on n'oserait pas mettre sur Instagram, on peut tester sur TikTok. Et on le voit sur des marques quand même, Anderson, c'est pas une petite marque, mais on voit que les contenus sur JW Anderson, c'est des contenus qui ne seraient jamais passés sur Instagram. Et là, sur TikTok, ça marche hyper bien. Ou des créatrices comme Alice et Olivia qui font des trucs ultra colorés qui n'ont pas forcément un sens clair. C'est toujours lié à la musique, c'est toujours lié aux challenges musicaux. Mais ça crée de la visibilité, ça crée de l'engagement et les gens en fait font partie de la communauté et ensuite, pourquoi pas, s'abonnent à leur compte Instagram. Donc nous, ce qu'on dit juste, c'est TikTok. On va voir, on a proposé une mécanique après, mais TikTok, ça reste quelque chose qui est encore dans la phase de croissance,
mais c'est aussi un réseau social qui, contrairement à Instagram, s'intéresse beaucoup à la mode et qui va mettre dans 2021 en place des choses et qui commence à collaborer avec des marques de mode pour justement faire en sorte que cette créativité à travers les créateurs de marque, elle soit de plus en plus visible, qu'il y ait des moyens de générer des ventes derrière. Donc, moi, c'est quelque chose, moi je dirais 100%, il faut se mettre sur TikTok et 100% de contenu, même si c'est pas quali et autres, il faut se mettre dessus. Du coup, sans transition, on va reparler un petit peu aussi du coup, ce côté mode virtuel activé et de focus un peu sur un cas plus précis où les jeux vidéo montrent que les jeux vidéo sont les nouveaux podiums très convoités pour les marques de mode. C'est euh, c'est Amaro qui a lancé sa campagne Cross Collection. C'est un concept très simple. C'est pendant le confinement, ils ont vu que le jeu Animal Crossing cartonnait et que du coup, les avatars du jeu étaient de véritables influenceurs. Et ils ont tout simplement imaginé une campagne pas d'influence classique, mais d'influence, qui est pour nous un petit peu aussi l'avenir de l'influence en général, mais aussi particulièrement de la mode, comme on vous l'a un petit peu dit en préambule. Donc on trouvait que c'était une idée intéressante pour hacker en fait une vitrine et gagner en rétention et en visibilité. Et utiliser la fenêtre contextuelle du confinement pour arriver à créer un petit peu, faire défiler sa nouvelle collection devant les yeux des gens de manière différente. C'était assez intéressant. Ils avaient créé aussi un parallèle, un compte Instagram où on pouvait voir du coup forcément les vrais modèles des vraies collections, imaginez. Il y avait un lien très évident avec une mécanique de, d'affiliation pour retourner rapidement sur ce lien Instagram. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose à dire de plus, c'est juste vraiment ça pour vous inspirer et voir aussi ce qui est possible de faire avec, entre guillemets, si on ne se bloque plus dans la créativité, dans le budget, dans les idées. Voilà, c'est sur quoi on peut aussi tomber. Et après, on n'est pas obligé d'appeler Nintendo pour faire des personnages et autres. Il existe des freelances qui sont disponibles sur des plateformes comme Malte et autres, qui sont spécialisés pour créer des personnages un peu virtuels comme ça, qui peuvent porter vos collections. Donc en termes de budget, on est sur des choses qui sont vraiment hyper raisonnables, mais ça permet de créer, voilà, pourquoi pas des mini-icônes virtuelles pour une collection spéciale ou pour voilà, mettre en avant quelque chose de spécial. Pourquoi pas faire un clin d'œil et faire des mini personnages virtuels d'influenceurs pour leur faire un clin d'œil et espérer que derrière ils puissent retweeter ou regrammer le contenu. Mais en tout cas, on n'est pas obligé non plus de se dire c'est super, mais il faut que j'aille voir PlayStation, Nintendo et tout pour refaire les personnages. On peut nous aussi se dire on va aller voir des artistes qui font ça. Il y a vraiment des gens qui sont spécialisés là-dedans et qui peuvent créer tout un univers ou plein de petites collections avec cet univers-là. Pour reparler aussi de gaming enfin, on avait déjà le pied dedans, mais on voulait aussi attirer votre attention sur la collaboration Louis Vuitton et League of Legends. Vraiment, l'univers des gamers se transporte aussi dans le réel. Et enfin, c'est vraiment un truc dans lequel on croit, une vraie conviction, c'est que le gaming est vraiment une vitrine intéressante à exploiter, que ce soit pour les grandes marques à date, mais aussi pour les marques émergentes sur l'année et les années qui viennent. Mm. Donc, c'est des choses sur lesquelles on peut soit un peu coller à l'univers comme ici, ou alors on peut vraiment créer des collections et se dire, même le casting d'influenceurs qu'on peut faire. Et ben, ce que je vous disais sur Twitch, c'est d'aller voir des influenceurs qui ne sont pas approchés généralement par les marques de mode. Donc pour l'instant, c'est plutôt des marques de gaming, de consoles, ou alors des marques comme Red Bull ou Monster. Donc voilà, les marques de mode, c'est pas encore un truc sur lesquels ils ont été saturés. Et c'est des gens qui ont des communautés qui sont quand même hyper engagées. C'est des communautés qui ont vachement l'habitude d'acheter en ligne, même sans le voir en magasin. Et c'est des gens pour qui ce genre d'univers, c'est un culte. C'est-à-dire que copier, enfin, une introspective dans cet univers-là,
ça peut être un sold out assez rapide. Donc, si par exemple quelqu'un voulait faire une collection ou quelque chose d'assez simple, par exemple en relation avec le trending topic de Cyberpunk 2077 en ce moment, ça pourrait être quelque chose qui pourrait générer de la visibilité et des ventes réelles derrière dans ce type de collaboration-là. Du coup, si on parle si on parle toujours de la mode en virtuel, il y a un insight conso qui est assez intéressant, c'est que certaines personnes sont payées à plus cher pour un t-shirt réutilisable sur ses réseaux sociaux plutôt que sur plusieurs t-shirts qu'il portera en vrai devant ses amis. Autrement dit, c'est que aujourd'hui, surtout au niveau de la Gen Z et la Gen Y, c'est des typologies de personnes qui sont prêtes à privilégier leur apparence sur les réseaux que leur apparence en vrai. Et ça rentre un petit peu en bonne confrontation avec la tendance de l'upcycling et du consommer moins mais mieux et d'acheter moins mais mieux. Euh, Finalement, c'est la marque Carlings qui l'a mieux exploité, ces deux insights croisés. C'est qu'ils ont créé un t-shirt visible uniquement en réalité augmentée. Un t-shirt qui s'active via commun avec un mini QR code pour pouvoir faire apparaître différents logos, différents gimmicks graphiques, enfin, je sais, peu importe ce que vous voulez mettre sur le t-shirt. Et c'est des choses qui renouvelaient toutes les semaines. Donc, c'est-à-dire que votre t-shirt, il était blanc, tout le monde le voyait blanc, mais sur vos réseaux, chaque semaine, devant votre communauté, vous pouviez avoir un t-shirt différent. Donc, c'est un truc hyper intéressant à travailler avec des influenceurs pour vous faire connaître, mais aussi pour faire acheter, parce qu'on peut imaginer que parmi tous ces gimmicks graphiques, on peut imaginer un code promo, et ce serait un moyen tellement plus créatif pour les influenceurs d'amener à leur communauté un code promo plutôt que de le balancer à l'oral et de l'écrire dans leur caption. Là, on aura un vrai twist créatif au niveau de cette activation héroïste. Et moi, j'y crois vraiment, ce genre d'activation. C'est un t-shirt que les gens, pour cette opération, coûtait à peu près entre 35 et 40 euros. Donc, ça reste des prix raisonnables. Et c'est des t-shirts que vous pouvez faire évoluer au gré du temps et des saisons, et même dans n'importe quoi. Donc, c'est assez intéressant. Et ça, si on n'a pas forcément les moyens de développer une collection comme ça, parce que ça peut représenter un risque de faire juste un t-shirt blanc, on peut imaginer une expérience autour peut-être du boxing et unboxing, où il y a justement une expérience un peu différente selon les saisonnalités, où on reçoit son paquet de sa marque. Et les contenus qu'on voit aujourd'hui ne sont plus seulement des contenus figés, ça peut être des vidéos, ça peut être des objets. Donc ça, on sait qu'en 2021, par exemple, les influenceurs qui sont très connus pour faire du unboxing, ou les consommateurs qui adorent faire des unboxings, où il y a des vidéos YouTube entières d'expériences unboxing, et ben, c'est quelque chose qui va beaucoup évoluer, parce qu'on peut aussi transmettre peut-être un message sur la manière dont le produit a été fait, ou sur les matières, ou même sur comment prendre soin de ce produit que je viens d'acheter pour le faire durer dans le temps. Donc ça, c'est l'étiquette qu'on a l'habitude de coller sur les vêtements aujourd'hui, qui est attachée avec un fil en plastique. Demain, il va évoluer, et on est plutôt sur comment faire vivre ce produit sur le long terme, et comment interagir avec le consommateur et mon produit. Donc là, on est vraiment en train de connecter deux mondes complètement séparés jusqu'à maintenant. On était aussi intéressé par d'autres manière de faire intervenir les consommateurs dans le processus d'achat et de vente même. Donc Diesel, qui fait toujours des opérations ultra visibles, mais pas forcément hyper intéressantes en termes de retour sur investissement. Donc eux, ils étaient inspirés par le trending topic du side hustle. Donc en gros, c'est tous ces jeunes qui vont en cours le jour, et le soir, ils ont un petit business pour générer un peu de vente. Donc, ça peut être du dropshipping comme malheureusement on a beaucoup vu en 2020
et beaucoup grâce aux influenceurs d'Ubayot, hein, merci. Mais on a aussi d'autres trucs qui sont beaucoup plus intéressants et notamment des jeunes et des jeunes influenceurs qui ont généré des ventes, ont généré de l'achat parce que ils ont compris qu'en portant des vêtements qui étaient bien mis en avant, en le mettant sur Instagram ou en les revendant derrière, ils pouvaient se faire un peu d'argent derrière. Donc Diesel, en fait, ils ont carrément créé leur propre plateforme d'affiliation avec leur propre lien d'affiliation et qui a invité voilà, tout le monde à devenir un peu, à créer sa mini boutique pour mettre en avant ses pièces. Donc, ce qui est intéressant, c'est pas forcément de recréer sa mini-boutique parce que ça demande énormément d'argent, mais c'est plutôt comment utiliser l'affiliation ou comment utiliser le parrainage comme un moyen de communication pour attirer des nouveaux consommateurs ou en tout cas pour pousser mon consommateur aujourd'hui à faire parler de mon produit et à le pousser en avant et à créer vraiment un effet de limite de culte autour. Donc ça peut être par des codes d'affiliation personnalisés, donc peut-être des noms spéciaux, des QR codes qui sont spéciaux, ou une expérience spéciale qui va au-delà de juste lui dire si tu parraines 5 personnes, tu auras moins 10% sur ta prochaine commande. On peut, comme on est une petite marque, imaginer des choses qui sont peut-être plus expérientielles, peut-être plus être invité au showroom, venir en magasin et qu'on monogramme ta pièce, voilà, des choses un peu plus personnelles où une fois qu'ils ont vécu cette expérience, ils peuvent aussi le repartager sur leurs réseaux sociaux et en fait la boucle elle est infinie comme ça en termes de faire grandir une communauté. Pour conclure un peu cette box d'idées créatives qu'on vous a présentée, on voulait conclure par TikTok parce que forcément on s'est dit que vous aviez pas mal enfin, que c'était un peu un sujet que vous attendiez lors de cette conf. Et pour TikTok, enfin, cette slide est importante pour dire que finalement, il y a peu de contenu hyper créatif. Enfin, ils sont créatifs, mais tous se ressemblent. Et en fait, sur TikTok, avant tout, ce qui est important, c'est faire du social listening et être à l'écoute des derniers challenges, détecter les derniers challenges et les dernières nouveautés de l'application pour un petit peu copier en premier ces tendances. C'est très difficile d'être à l'initiative d'un challenge qui va parler à tout le monde et qui va être viralisant sur la plateforme. Et vraiment, depuis quasiment que ça fait bientôt un an, côté mode, c'est vraiment les all looks qui sont stars des défilés sur TikTok. Donc c'est simple, même s'il y a des plus créatifs dans les transitions qui sont faites, on a vu des modèles sauter les pieds joints pour faire apparaître une autre tenue, faire des jeux de miroir, faire des jeux avec peut-être la main qui devient la caméra ou des choses comme ça, mais il y a quand même des principes qui sont immuables. C'est accompagné d'un son, d'une transition créative. C'est un post finalement qui fait défiler les créateurs de contenu ainsi que leur tenue. Et c'était un bon exemple avec le miroir magique où une influenceuse passait devant son miroir et avec les transitions, on voyait qu'au fur et à mesure du temps, elle changeait de tenue. C'est intéressant pour créer des partenariats peut-être avec d'autres marques, si jamais votre marque ne fait juste des chemises ou juste des pantalons, etc. Et c'est aussi un bon moyen de montrer un peu toute l'étendue de votre collection et un petit peu si elle répond à toute une saisonnalité, c'est important ça peut être intéressant de le travailler comme ça. Mm. Faut pas oublier que sur TikTok, pour, euh, pour que ce soit simple et pour que les communautés reprennent les challenges et qui génèrent de l'UGC. L'UGC, c'est ce qu'on appelle l'User Generated Content, c'est-à-dire que c'est vraiment les utilisateurs de la plateforme qui créent du contenu pour votre marque grâce à l'influenceur, souvent. Sur TikTok, il faut quand même que ces mécaniques du coup soient simples pour que le challenge soit engageant et qu'on gagne en viralité. Et souvent, ce qui est important, c'est de repartir d'un challenge existant pour, euh, pour après créer un petit twist créatif, un lien affinitaire avec votre marque. Si demain, justement, vous avez décidé de sortir des patchs de personnalisation pour customer des chemises, c'est peut-être qu'avec ce patch que vous allez faire la transition, des choses comme ça. Enfin, il y a tout à imaginer sur TikTok. Et d'ailleurs, les contenus de marque, c'est généralement ce qu'ils font,
c'est pas des idées nouvelles, c'est rebondir sur des challenges TikTok, donc qui sont visibles sur l'appli TikTok. Il y a un top des challenges qui sont mis en avant. Pour information, je vous disais tout à l'heure que TikTok commence à collaborer avec les marques pour justement pousser la mode en avant. Il faut savoir que aujourd'hui TikTok c'est aussi c'est payant, quoi. C'est-à-dire que pour qu'une marque lance un challenge sur TikTok et que ce challenge soit visible et qu'il soit approprié à une marque, il y a un minimum d'investissement média qui est demandé par TikTok pour mettre en avant ce challenge. Donc les marques qu'on voit sur TikTok et qui remontent sur TikTok et qui sont identifiées telles quelles, c'est parce qu'elles ont mis un certain montant qui doit tourner autour des 100 000 euros pour investir en médias et privatiser ce challenge qui sera visible dans les top challenges. Mais rien n'empêche une marque aujourd'hui de rebondir sur un challenge qui n'est pas approprié par une marque et de créer du contenu autour et d'inviter des influenceurs à rebondir dessus. Voilà, il y a juste cette partie de zéro budget. On peut rebondir sur les challenges. On ne va pas forcément être en top challenge, mais en tout cas, on participe à la conversation. Et les influenceurs qui participent sans forcément dire que c'est X marque qui a créé ce challenge. Parce que si on dit aux influenceurs, ma marque Atelier Paulin fait ce challenge, et TikTok, ils vont venir voir Atelier Paulin, ils vont dire alors normalement pour que les influenceurs disent ça, il faut payer. En fait, c'est TikTok qui va sélectionner les influenceurs, qui va vous proposer un casting et il faut payer les influenceurs via TikTok. Zéro budget, il faut s'approprier un challenge, il faut que les influenceurs s'approprient un challenge existant ou alors un challenge sur lequel votre marque n'est pas, on va dire, propriétaire. Et c'est un challenge global, c'est quelque chose de créatif. Et comme ça permet de passer à travers, en tout cas, ce filtre budgétaire hyper engageant, malheureusement. Voilà pour un peu pour toutes les idées qu'on a imaginées en termes créatifs de social media influence avec 0 euros, ou en tout cas très très peu de budget et réalisable en interne par vous ou par votre équipe. On est en petit comité, donc on est vraiment ouvert à rebondir sur des idées, à rediscuter sur certaines slides. Surtout, n'hésitez pas. On est à votre disposition. Et voilà. Merci Brian et Mathieu. Je vois déjà une question. Alors, est-ce bénéfique pour une marque de payer un ambassadeur afin qu'il représente la marque durant un an, par exemple? Ça, c'est un sujet qu'on a abordé lors de la première masterclass de mémoire avec Romain Costa. Elle est en replay sur notre site dans la rubrique documentation, mais peut-être qu'en 2 mots, rapidement, vous pouvez répondre à cette question. Ouais, alors, j'aurais pu vous ressortir la slide, mais en fait, c'est intéressant en termes budgétaires parce que négocier un an à l'avance les frais d'influence, ça permet de négocier des prix qui sont plus bas parce c'est comme un contrat cadre, quoi. On est en train de s'avancer sur un an de collaboration. Mais nous, ce qu'on dit souvent, c'est que le prix à payer, c'est moins de flexibilité. Et en fait, ça veut dire que vous êtes bloqué avec un certain type d'influenceurs. Et imaginons que ces influenceurs-là ne jouent pas complètement le jeu ou que vous ayez trouvé des meilleurs influenceurs ou alors qu'on tombe en plein Covid et qu'on ne puisse plus faire les événements qu'on avait proposés. Il faudra quand même rémunérer les influenceurs. Donc nous, ce qu'on dit et ce qu'on dit souvent, c'est qu'il vaut mieux créer un programme influenceur dans lequel on a un casting beaucoup plus flexible d'influenceurs, quitte à payer un peu plus pour ce type d'opération et de négocier plutôt des contrats sur 6 mois, renouvelables sur 6 mois. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'était tellement dense. Bon, en tout cas, la présentation et le replay seront sur le site internet de la fédération et n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez qu'on vous mette en relation avec l'agence.
Je vois pas de questions venir, donc il est peut-être temps de vous remercier pour ces 3 masterclass passionnantes. Et puis vous souhaiter à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Merci beaucoup. Merci à tous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.